Un an après la fin de la Troisième Guerre civile qui a ravagé la République centrafricaine, un calme précaire règne sur Bangui, la capitale. Malgré un accord de cessez-le-feu en juillet dernier et la présence de troupes internationales à travers le pays, les tensions restent vives. À l'hôpital général de Bangui, les urgentistes de l'ONG Médecins sans frontières, dont nous avons suivi les équipes, ne relâchent jamais longtemps leur attention. On t'a quoi? On t'a agressé? On va agression avec un fusil. D'accord. Tu as tiré dessus avec un fusil. Des fois, on reçoit peut-être 2 ou 3 patients en même temps, mais ça reste quand même assez calme les derniers temps. Mais avec ce genre de patients, de plaies par arme à feu et par arme blanche tous les jours. Les massacres qui ont suivi le coup d'État de mars 2013 ont laissé des traces. Les hommes de la Seleka, coalition rebelle à dominante musulmane menée par Michel Djotodia, s'étaient livrés à des exactions sans précédent contre la population civile non musulmane. Des milices d'autodéfense à majorité chrétienne, les anti-Balaka, avaient repris le dessus, s'en prenant à leur tour aux musulmans. S'ensuivit un nouveau cortège d'horreur. Le conflit aura fait quelques 5000 morts et déplacé plus de 800 000 personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Une grande part des communautés musulmanes a été repoussée vers l'est, la majorité non musulmane de la population se concentrant à l'ouest et dans la capitale. Le camp de Mpoko, proche de l'aéroport de Bangui, comptait plus de 100 000 déplacés au plus fort du conflit. Beaucoup se sont exilés, rares sont ceux qui ont pu rentrer chez eux. Membres des communautés non musulmanes de Bangui, ils ont fui les exactions des ex-Seleka. Il y a des maisons détruites, il y a des maisons incendiées, les gens ont été pillés. Donc ceux qui se trouvent présentement sur le site Mpoko, les 20 000 déplacés de l'heure n'ont pas de toit, ils n'ont pas d'abri et ils souffrent, ils n'ont rien. C'est ça qui leur pousse à ne pas retourner chez eux et ainsi que la sécurité qui règne en ce moment dans le pays. On ne peut pas sortir à cause de l'insécurité. Dès qu'il y aura la sécurité et le désarmement, je vais rentrer chez moi. L'inquiétude est grande dans le camp de Mpoko que le gouvernement veut déplacer. Les distributions de nourriture ont cessé, la précarité grandit. L'hôpital, installé par MSF, offre un rare soutien aux déplacés dont la situation sanitaire est alarmante. Nous nous envolons vers l'ouest du pays, une région dont 90% de la population musulmane a été chassée par les milices anti-Balaka dans le sillage des massacres perpétrés par les Seleka. Ceux qui restent se sont réfugiés dans de rares enclaves protégées par la MINUSCA, la force onusienne en République centrafricaine. Dans la ville de Karno, c'est dans cette église que quelques 600 musulmans attendent depuis des mois de pouvoir regagner leur foyer. Pas question de s'aventurer trop loin de peur d'être agressé. Le maire de Karno s'efforce de restaurer le calme dans la ville en concertation avec les notables de toutes les communautés et les chefs anti-Balaka. À quelques dizaines de mètres de l'église, les maisons des déplacés musulmans ont été occupées. Une mesure de précaution contre les pilleurs et les incendiaires, nous dit le maire. On a tout fait pour conserver ces bâtiments, avec des conseils, des sages, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, ces maisons. Ce sont les biens, même que les propriétaires ne sont pas là, on doit garder toujours jusqu'à la réconciliation. Réconciliation d'autant plus attendue que l'activité économique est pratiquement à l'arrêt. À la clé, une aggravation de la situation sanitaire depuis longtemps désastreuse. Ici comme partout dans le pays, MSF se substitue aux services publics de santé défaillants. Malaria, infections respiratoires, sida sont le quotidien de l'hôpital de Karno. Les cas de malnutrition infantile sont de plus en plus fréquents. Pendant la période d'événements, on en recevait moins. Parce que les parents étaient en déplacement, d'autres étaient dans la forêt, d'autres cherchaient à se cacher. Les événements ne les ont pas permis de cultiver, c'est vrai qu'il n'y a pas, les enfants n'ont pas à manger.
Et depuis qu'il y a eu à calmer, on commence maintenant à recevoir de plus en plus de cas. La pauvreté contraste avec les richesses minières de la région qui dépendaient en grande partie de l'industrie du diamant. Soumise à embargo, l'exportation de pierres précieuses centrafricaines se poursuit toutefois au profit de trafiquants de tous ordres. La criminalité s'est banalisée. Sur la route qui se prolonge de l'ouest vers la frontière camerounaise, les convois commerciaux et humanitaires sont régulièrement pillés. Nous arrivons sans encombre à Berbérati, deuxième ville du pays. Là aussi, la vie ne cesse de côtoyer la mort et les besoins en matière de santé sont énormes. Aujourd'hui, beaucoup plus ils sortent à l'hôpital parce qu'il y a la gratuité. Mais au départ, quand il n'y avait pas, ils étaient obligés de rester, donc de faire des traitements traditionnels à domicile. Donc vous voyez, moi c'est question de gratuité, c'est pourquoi les enfants viennent beaucoup plus à l'hôpital. Mais s'il n'y a pas de gratuité, ils ne viennent pas. Donc voilà. Médecins sans frontières apportent aussi un soutien aux centres de santé dispersés dans la ville. Comme ici, dans le quartier de Poto-Poto. Le nombre de patients a chuté depuis que sa communauté musulmane en a été chassée, ses maisons et mosquées détruites. Une réponse au massacre de civils non musulmans perpétrés par les Séléka lors du conflit. Difficile d'imaginer un retour à la cohabitation, nous dit le responsable du centre de santé. Maintenant, les gens qui vivent ici, c'est des gens qui n'avaient pas d'habitation, quoi. Et maintenant, comme les gens sont partis, ils sont venus occuper. Mais d'autres ont profité seulement pour casser. Nous rencontrons ceux qui se présentent comme les anti-Balaka du quartier. Des jeunes désœuvrés, beaucoup ont le regard brouillé par l'alcool et la drogue. Les crimes commis ici sont impardonnables, disent-ils. Les esprits s'échauffent vite. Parlez avec lui, avec ça. Je veux égorger même comme ça. La tête comme ça. Moi, je suis élément incontrôlé. C'est moi qui a détruit la maison des musulmans là. Quand tu cherches la mort, on te donne la mort. J'ai trouvé la musulman, je vais les tuer. Je ne peux pas inquiéter. C'est à l'évêché de Berbérati que se sont réfugiés les 350 musulmans qui restent dans la ville. Pas question pour eux de s'aventurer à plus de 200 mètres du portail. Les agressions sont fréquentes. Malgré les menaces dont ils font l'objet, l'évêque et son équipe sont déterminés à protéger leurs hôtes aussi longtemps qu'il le faudra. Et prônent la réconciliation contre les amalgames dont sont victimes les civils. Ça, c'est un conflit politique. Ils ont pris seulement la couverture des religieux pour couvrir, c'est tout. Ah oui, si. Sinon, la communauté ne s'affrontait pas. Nous menons des efforts pour arriver à comprendre que tous ont la liberté de circuler. Mais ce message n'est pas encore arrivé dans les oreilles de certains teneurs de la situation. Et ce qui fait un peu notre peur, mais nous ne sommes pas découragés. Nous ne sommes pas découragés. La peur est omniprésente. Abdourahman est arrivé il y a quelques jours. Caché dans la brousse, pendant des mois, il a été agressé à coups de machette après avoir tenté de revoir son village décimé. Mais derrière sa détresse, l'espoir survit. Nous, les Centrafricains, les chrétiens et les musulmans, c'est même c'est le diable qui nous rentre entre nous seulement. On mange ensemble, on dort ensemble, les musulmans chrétiens. C'est les politiciens qui font les bêtises. Mais on va réconcilier.